Alors, on va avoir plusieurs éclairages, on va les présenter comme ce matin. Mais on a demandé d'abord à Jean-Louis Vez Oliveira, qui aujourd'hui, il vous l'expliquera, dirige des cliniques dentaires en Suisse, notamment dans la Suisse francophone, mais pas seulement, de venir nous donner son éclairage. Mais son éclairage, il le tient essentiellement aussi d'une vie antérieure assez riche. Et je vais laisser Jean-Paul, si Jean-Paul veut bien présenter Monsieur Vez Oliveira. Oui, double formation, médecin d'une part, diplômé en 88, puis INSEA où il a fait un MBA en 91. Il a entamé sa carrière, ce monsieur, à la Générale de Santé en Italie, où il a passé 11 années de sa vie pour finir à la tête d'un réseau d'une dizaine d'établissements, dont 2 établissements publics en délégation de gestion, ce qui est une originalité italienne dont on aura l'occasion d'en reparler demain, qui est intéressante. Toujours à la Générale de Santé, il est pour le coup revenu à Paris, à la direction internationale, parce qu'il a fait beaucoup voyager, à la fois géographiquement et puis dans les thématiques de la maison. Il s'est notamment occupé de réorganiser la filiale de radiothérapie. En 2007-2012, on le retrouve à l'assurance maladie, à la tête du réseau qui est assez méconnu, qui s'appelle l'UGCAM, avec une grosse boutique, je ne sais combien d'établissements, mais en tout cas 11 000 salariés, c'est ce que j'ai trouvé comme référence. Et depuis 1 an et demi bientôt, il a la tête de Adam. Alors je ne sais pas comment on prononce en Suisse, Adam, non ? Adam, voilà. Adam, c'est un groupe de cliniques dentaires qui exerce donc en Suisse. Il y a 9 cliniques dans ce réseau-là et un laboratoire, 250 salariés. Ce qui est intéressant, c'est que le chiffre d'affaires a doublé en 4 ans, ce qui donne une idée de la dynamique qu'il y a derrière. Ça se fait, et c'est en ça que ça nous interpelle et que ça intéresse cette table ronde de cet après-midi, avec le concours d'un fonds d'investissement qui s'appelle SEC Partners, dont le hasard fait qu'il a changé de main en août dernier. Il nous dira si c'est avec ou sans conséquences sur le devenir de la maison. Monsieur. Bonjour. Quand on m'a demandé de venir participer et qu'on m'a dit le thème qui était la vision future du système de santé à 20 ans, n'ayant pas le talent d'autres orateurs, je me suis dit, je ne sais pas. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est les différentes choses que j'ai vues dans mon passé dans d'autres pays. Parce qu'on a une caractéristique des fois en France, on pense très franco-français, en oubliant complètement nos forces et complètement nos faiblesses. Je pense que quelques expériences permettent de voir les choses un peu différemment. Alors, la première chose qui m'a frappé à l'étranger, c'est le cadre législatif et réglementaire. En France, on a un problème. Alors, on prend une page blanche pour résoudre le problème. Puis ensuite, on écrit sur les marges toutes les contraintes, les règlements, les lois, les directives. Et on finit avec un timbre-poste pour essayer de résoudre le problème. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est quand même un peu inquiétant et qui limite un certain nombre d'innovations. En Italie, j'ai eu la chance de participer à quelque chose qui a été passionnant. Ça a été la première gestion privée d'un hôpital public en Italie sur une concession trentenaire. Imaginez à Tours un groupe allemand qui prend en gestion l'hôpital de Tours pour 30 ans. Inimaginable. En Suisse, comment ils ont fait ? Évidemment, les lois ne permettaient pas de le faire. Ils ont fait une commission d'expérimentation au ministère. À la commission d'expérimentation, on était en dérogation de tout. C'est-à-dire qu'on passait dans un cadre réglementaire totalement vide. Et on créait tout dans la commission, avec un contrôle tous les 6 mois, et l'obligation au bout de 3 ans de déposer les résultats pour voir si oui, on consolidait ce nouveau cadre réglementaire, ou si non, on abandonnait le projet. Et ça, je trouve que c'était une porte et une bouffée d'oxygène qui était remarquable. Et quand je connais toutes les contraintes dans lesquelles vous avez à vous confronter, dans lesquelles les ARS à se confronter, c'est une liberté que j'ai vraiment appréciée. Mais ça ne s'arrêtait pas là. C'est-à-dire qu'au lieu de penser au projet de l'établissement
Seulement, on pensait au projet régionalement. Donc, quand on a pris le COQ, le Centre Ortopédico di Quadrante Domegna, on a pu spécialiser l'établissement, qui était un hôpital généraliste, en orthopédie, mais en contrepartie, les deux autres hôpitaux du secteur ont été spécialisés, l'un en cancéro, l'autre sur tout le reste des pathologies, chirurgie générale et cardio. Résultat, chacun s'est renforcé plutôt que ce soit un au détriment des autres. Donc ce cadre législatif, cette liberté, vraiment c'est quelque chose qui est, à mon avis, extrêmement positif parce que ça ouvre des possibilités d'imaginer un futur que peut-être on s'automutile actuellement en ne se permettant pas de l'imaginer. Quel résultat? L'hôpital va très bien. Simplement, au bout d'un certain temps, il a eu trop de succès. Donc on est venu nous tapoter sur l'épaule en nous disant « c'est très bien, vous restez à ce niveau-là, vous comprenez, le CHU de Turin commence à souffrir. Il était habitué à avoir des patients qui venaient de toute la région montagnarde pour venir se faire soigner à Turin. Ce n'est plus le cas. On ne peut pas se permettre que ça continue comme ça. » Deuxième élément, je dirais extrêmement différent dans les autres pays, dans le cadre législatif, c'est le fait que c'est des États fédéraux, en Italie et en Suisse, et qu'il y a un lien très fort entre payeurs et décideurs. En Italie, une région a un ministre de la Santé. Alors, on n'est pas dans le même modèle, hein, mais c'est pour comprendre les mécanismes. S'il y a un déficit, il y a à lever des impôts locaux. La région, au point de vue budget de santé, est financée per capita, avec des variables en fonction de l'âge et du territoire, par l'État central. Ensuite, si elle dépasse ce budget, c'est des impôts locaux à lever. Le politique est responsabilisé, puisque soit il devient impopulaire parce qu'il a décidé de fermer des hôpitaux et de restructurer, soit il devient impopulaire parce qu'il lève trop d'impôts. Dans un cas, il est impopulaire une fois, dans l'autre cas, il est impopulaire tous les ans. Le politique italien, étant relativement pragmatique, préfère être impopulaire une fois plutôt d'être impopulaire tous les ans. Troisième élément de mon expérience, on a inventé en France un truc théoriquement parfait, mais comme souvent peut-être un peu trop sophistiqué, les GCS. Ça a été beaucoup à la mode, ça a été quelque chose qui a été promu partout. Au Venezuela, quand j'ai repris l'hôpital de Coromoto avec PDVSA, nous avions un hôpital privé qui travaillait pour PDVSA, la compagnie pétrolière, pour les accidents de champs pétroliers, donc grands brûlés et traumatos. On a fait un accord avec le gouvernement pour ouvrir notre hôpital à l'ensemble de la population générale, mais il y avait trois choses qui étaient fondamentales qu'on a eues. Même statut, les personnels avaient le même statut dedans, même comptabilité de type privé. On a rappelé que j'ai sévi pendant quelque temps aux UGCAM. Aux UGCAM, j'avais 3 comptabilités. M21, M22, comptabilité de la Sécu, ingérable. Ça débouchait sur des anomalies fondamentales. Temps d'amortissement moyen des UGCAM, 75 ans. Si vous avez un bâtiment qui tient 75 ans en hospitalier, bon. Donc, on a obtenu même contrat, même rémunération et même comptabilité. C'était les clés pour pouvoir avoir 2 activités, je dirais, très différentes, sur le même site, sans problématique de gestion fondamentale. Autre élément, et je vois Martine Aoustin qui était venue me donner des cours du temps où j'étais à la Générale de Santé, le DRG. Alors, 2 expériences sur le DRG. L'Italie. Octobre 1994. DRG, alors Diagnostic Related Group, le coût par pathologie, GHM. En Italie, octobre 1994, petite annonce du ministère, discrète, on va passer à DRG. Personne ne savait ce que c'était. Deuxième annonce, on va passer le 1er janvier de l'année prochaine, 3 mois. Résultat des courses, ils ont pris les DRG américains, au lieu d'inventer je ne sais quoi, l'ont traduit, mal d'ailleurs, l'ont appliqué en se donnant des possibilités de mesures correctives. Résultat des courses, 3 ans plus tard, on avait un DRG en Italie qui était mis en place, qui fonctionnait mal comme tous les DRG, mais qui fonctionnait, sans avoir cramé une énergie folle. D'autre part, ils avaient intégré dès le début un élément politique fondamental,
qui a évité beaucoup de pertes d'énergie. Il y avait une différence entre public et privé. Ils l'ont encadré avec 20% de différence maximum. Donc il y avait en fait les CHU au maximum, les cliniques privées au minimum, mais ils ont fait un tunnel. C'est-à-dire que si le CHU dérapait dans ses coûts, tout le monde montait ensemble. Ce qui était quelque chose qui a bien bloqué un certain nombre de dérives. Alors je me suis penché pour vous sur ce que je vois actuellement en Suisse dans le cadre des DRG suisses. Donc les DRG suisses, ça déboule de la MAMAL qui a été faite en 2005-2007, donc ça fait 9 ans. En 2012, il y a eu un plan hospitalier suisse sur les DRG, application immédiate. Donc un certain timing et une certaine rapidité, c'est comme le vélo, hein. Plus vous pédalez vite, moins vous avez de chance de zigzaguer. Donc ça a été mis en place rapidement, dans un contexte très différent. Suisse, moins de 3% de chômeurs, 42 heures de travail par semaine. Ils ont voté contre la 5e semaine de congés payés. Donc le contexte est quand même relativement différent au niveau gestion hospitalière, il faut bien l'avouer. Pour donner aussi un autre élément de comparaison, ils viennent de refuser le SMIG, il était beaucoup trop bas, il était à 3 200 € par mois. Donc effectivement, je me rends compte qu'on ne peut pas faire les mêmes choses en France qu'on peut proposer en Suisse. Mais en Suisse, le DRG et toutes les mesures de gestion sont appuyées par la population. Pourquoi ? Parce que le déclencheur a été l'augmentation des primes payées par les citoyens. En Suisse, le système est que pour vos accidents de travail, c'est l'employeur qui prend en charge, qui souscrit les polices d'assurance. Pour le social, donc les 15% de la population qui n'est pas en capacité de souscrire à une assurance privée, c'est pris en charge par l'État. Mais pour le reste de la population, les 85%, c'est eux qui, chaque mois, payent leurs primes. Et je peux vous dire que quand chaque mois, la prime augmente, vous êtes sensibilisés. Et la notion de coût hospitalier n'est plus un vague truc théorique au fond d'un programme, c'est concret. C'est 250, 270, 280. Là, les gens étaient motivés pour qu'il y ait un changement parce qu'ils ne voulaient pas que ça continue à déraper. Le diagnostic est tombé très vite dès qu'ils ont mis en place les DRG. 10 000 lits en trop de soins aigus, ça rappelle quelque chose, et des DMS trop longues, ça rappelle aussi autre chose. Donc en fait, ils étaient comme nous, avec un parc surdimensionné, entraînant des pratiques d'occupation des lits pas forcément justifiées. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas réagi nationalement, ils ont appliqué ça au niveau de chaque canton. Et chaque canton a commencé à moduler les choses, mais avec un lien direct entre le politique qui est élu local et l'équivalent de directeur d'ARS là-bas, qui est, je ne sais plus comment il l'appelle, le directeur de la santé. Le lien est vraiment extrêmement rapproché. Là aussi, comme en Italie, si demain ça dérape, c'est les impôts locaux qui montent. Donc la sanction est immédiate pour le politique. Fribourg est un canton qui a bloqué toute son évolution et qui est en train de devoir rattraper le temps perdu. Pourquoi ? Parce que ces patients sont en train de se faire soigner ailleurs avec le coût porté par le canton de Fribourg. Je peux vous dire qu'ils vont courir vite parce que le plus il y a une fuite de patients vers les autres cantons, le plus ils payent d'impôts pour financer la santé des autres cantons. Le citoyen fribourgeois est très motivé pour récupérer ses propres patients. Jura, énorme problématique des reliefs du Jura. Le Jura, c'est quand même quelque chose de pas très plat, de très froid, avec beaucoup de neige. Donc la problématique de refaire des gros centres hospitaliers est difficile parce que la population a des difficultés d'accès. Réaction du canton Jura, quelque chose de politiquement incorrect théoriquement, entente avec le canton de Neuchâtel. On va utiliser l'hôpital de Neuchâtel comme hub, avec les grosses technologies et gros plateaux, pour pouvoir avoir la capacité de continuer à financer nos petits hôpitaux locaux tout autour du territoire du Jura. Vaud, alors je vais vous le dire à vous, Vaud triche. Vaud triche. Pourquoi Vaud triche ? Parce que Vaud a une très bonne offre sur Lausanne. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des pieds et des mains pour attirer les patients des cantons à côté. Donc ils sont en train de baisser leurs coûts moyens par une augmentation du volume. Pour l'instant, ça tient parfaitement. Vaud triche encore.
Vaud a inventé un truc épouvantable que vous connaissez peut-être en France, les MIGAC. Le truc qui permet de biaiser le DRG, c'est-à-dire qu'on finance d'un côté un gars bien ciblé, au lieu de financer tout le monde par le même système. Mais ça ne doit pas exister chez vous. Le Valais, et c'est là où il y a la diversité des problèmes, le Valais, c'est un problème linguistique. En fait, la solution technique est simple, mais à mettre en place est très difficile, parce que Sion et Sierre sont des villes francophones, tout le Valais et toute la partie montagneuse est germanophone. Donc là aussi, ils sont en train de réfléchir à des hôpitaux transcantonaux entre Vaud et Valais pour la partie francophone, et ensuite entre Valais et Haut-Valais pour la partie germanophone. Alors, il y a toujours un cancre dans toute classe. Il se trouve que c'est le voisin des Français, c'est Genève. Genève, c'est les Hugues. Les Hugues, c'est un déficit chronique. Je dirais que l'hôpital est relativement fortement syndicalisé. Je ne sais pas s'il y a un lien avec le fait qu'il y a 52% des salariés qui sont francophones et français et qui viennent de la frontière, mais ceci n'engage que moi. Du coup, il compense la partie du déficit par aussi un système de MIGAC. C'est quelque chose dont on sait tous qu'ils vont avoir des pires difficultés parce qu'en face, le privé est en train de réarmer. Vous avez l'hôpital de la Tour qui vient d'être reconstruit, vous avez toutes les cliniques qui sont en train de monter en puissance. Donc le dysfonctionnement des Hugues coûte cher et favorise l'émergence d'un privé qui, maintenant, avec les fonds qu'il a derrière, est en capacité de faire une grosse offre de soins. Deux derniers points, parce que tu m'as dit qu'il fallait que je fasse bref. Les praticiens. Donc je sais que les libéraux étaient dans la salle. Alors, là aussi en France, on a une forte caractéristique qui n'est pas que illogique. C'est suite à la loi Debré, c'est la mono-appartenance. Le fait qu'on est d'un côté ou de l'autre. Dans tous les pays où j'ai travaillé, ce n'était pas comme ça. Il y a eu une tentative, Rosy Bindi, c'est une ministre italienne catho-communiste, ça n'existe qu'en Italie, rassurez-vous. Rosy Bindi a essayé de créer la mono-appartenance, c'est-à-dire d'obliger les praticiens hospitaliers à rester à l'hôpital. La motivation était la même qu'en France, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas qu'il y ait une captation de clientèle solvable au niveau de l'hôpital pour la soigner ensuite dans la clinique privée à côté. Le seul et unique problème, c'est qu'elle n'a jamais eu les moyens nécessaires pour mettre en place ce qu'elle avait proposé comme contrepartie, c'est-à-dire des ailes privées dans les hôpitaux publics. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, je la dis qu'à vous, c'est que fiscalement, à l'intérieur de l'hôpital public, en travaillant dans l'aile privée, il n'était absolument plus possible de faire de l'évasion fiscale. Mais ça, c'est autre chose. Dernier point, juste pour vous faire comprendre la complexité. Là, vous avez deux mondes dans cette salle. Vous avez les médecins libéraux et vous avez les directeurs d'ARS. Et ça semble des fois pas très bien dialoguer. Alors, il y a une chose que j'ai compris, c'est qu'il n'y a pas une vérité. Je vais vous faire un exemple très rapide. J'ai été en charge de l'ouverture de l'hôpital d'Amadora Sintra, à côté de Lisbonne, qui a été un PPP. Alors, première parenthèse, les PPP, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'on pense, de la part du privé, qu'il s'agit de gérer un hôpital, et le public pense qu'il s'agit d'avoir trouvé un banquier. Si on veut voir un banquier, on va avoir un banquier. Si on veut gérer un hôpital, on gère un hôpital. Mais penser que la solution est un 2 en 1 sans contrepartie, ce n'est pas évident. Lorsque j'ai voulu ouvrir cet hôpital, la partie bâtiment était faite, j'avais les embauches à faire. L'organigramme était déjà préétabli, et j'ai regardé, j'ai eu une pléthore d'infirmières. Alors j'ai creusé, pourquoi ? Parce qu'au Portugal, à l'époque, les infirmières étaient totalement sous-payées, ce qui fait qu'elles faisaient toutes 2 ou 3 boulots. Boulot dans les cliniques privées et boulot en tant qu'infirmière libérale qui n'existait pas trop là-bas. Résultat des courses, absentéisme, productivité zéro, etc. Idée de génie de ma part, vous allez voir qu'il faut se méfier de ces idées de génie. Je fais une négociation avec les syndicats, j'augmente très fortement, de l'ordre de 22-23%, le salaire de mes infirmières à l'embauche, contre une clause d'exclusivité. Alors j'avais un peu triché, parce que ça m'arrive, j'avais rajouté une clause qui faisait qu'au lieu de travailler 38-39 heures, ce qui était le cas dans les hôpitaux publics à l'époque, elle travaillait 42 heures, ce qui était le maximum légal portugais. Mais quand même, elles gagnaient nettement mieux leur vie. Syndicats heureux,
Et moi, j'étais très heureux parce que ça m'a permis de réduire l'effectif de manière drastique et de me dire, chic, je vais économiser. J'ai eu un coup de fil de Díaz Alves, le secrétaire d'État à la santé de l'époque, et j'ai dû tenir à peu près mon téléphone à cette distance pour ne pas finir sourd. Pourquoi? Parce que Díaz Alves m'a tenu le discours suivant. Si vous faites ça dans cet hôpital, demain j'ai une grève générale de toutes les infirmières du pays, de tous les hôpitaux publics, demandant une augmentation comme les Français. Et comme je n'aurai pas la moyen, parce que je ne suis pas en train de créer un hôpital, de diminuer les effectifs, je ne pourrai pas le faire. Secrétaire d'État, bon, je ne l'ai pas fait. Je dis quand même, ça me coûte cher. Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque mois, j'avais un chèque en plus pour compenser le manque à gagner de ne pas avoir fait l'organigramme qu'il fallait au départ. C'est moralement indéfendable, mais économiquement très rentable. En conclusion, ça veut dire qu'il y a possiblement des gens qui ont parfaitement raison des deux côtés, parce qu'ils regardent de deux côtés différents. Voilà, c'était juste quelques expériences. Merci. On va peut-être, s'il y a quelques questions sur les différentes expériences, vous avez compris qu'on a voyagé, hein, même au Venezuela, Même voilà, au Portugal, en Italie, en Suisse. Peut-être, pour prolonger un tout petit peu la question de ce matin, dont on a en partie répondu que ce n'était pas une vraie question, parce que tu te trouves de l'autre côté de la frontière par rapport au système français. Qu'est-ce qui fait, moi j'ai pas mal d'amis, y compris chirurgiens dentistes, de l'autre côté de la frontière, qu'est-ce qui fait que dans les cliniques que tu diriges aujourd'hui, tu peux avoir de la clientèle qui serait de façon pragmatique, intéressée à aller de l'autre côté de la frontière? Quel est le système qui aujourd'hui fidélise justement les clients dans les différents cantons? Alors, ce n'est pas dans les cantons, puisqu'en intercantonal, il y a des flux. Mais avec la partie française, je suis absolument désolé de le dire, c'est un mauvais calcul de la part des libéraux dentistes de la frontière de Ferney, d'Annemasse, qui ont aligné leurs tarifs sur les tarifs suisses, ce qui fait qu'il n'y a eu aucune incentive pour les patients suisses à aller se faire soigner en France. Il faut aller à 15-20 km derrière Gex pour recommencer à trouver des tarifs français, entre guillemets. Par contre, puisque tu rebondis sur ce matin, on parlait des transfrontaliers. Là, en Suisse, il y a quelque chose qui est en train de se passer, c'est qu'on a bloqué les contrats existants pour les transfrontaliers qui travaillent en Suisse en étant résidents en France, qui n'ont plus le choix de ne pas être à la Sécu, mais d'être ou à la LAMAL suisse ou aux assurances privées. Il y a une chose que les gens n'ont pas calculée, je pense que quelques budgétaires a vu la cotisation, ça va faire 7% de moins sur les feuilles de paye, ça va faire mal. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, c'est qu'il y avait des listes d'attente de l'autre côté de la frontière pour des disciplines comme ophtalmo, comme dermato, comme partout en France. Rajouter le contingent des frontaliers qui n'ont plus le droit de se faire soigner en Suisse, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Question, demande d'expérience. On y reviendra tout à l'heure, oui, on éclairera. Jean-Paul.